Hello, bonjour, bonsoir ladies. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Roisel, j'ai une invitée spéciale qui s'appelle Émilie. Émilie, je l'ai rencontrée dans un événement et ça a matché directement. Et j'avais envie de l'inviter parce que son parcours m'a beaucoup inspirée et je pense que ça inspirera aussi d'autres femmes qui vont nous écouter. Déjà, merci Émilie d'avoir accepté mon invitation, d'être sur ce podcast et d'accorder ce temps-là à moi et aussi à ces femmes. Comment tu te sens aujourd'hui, Émilie? Écoute, je me sens bien. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi, avec les femmes qui t'écoutent. Donc, je me sens très bien. Super. Tu peux te présenter en quelques mots pour me dire qui es-tu? Qui je suis, qui je suis. La C'est question. marrant parce que cette question, tu vois, ce matin, je partageais un post à propos de cette question qu'on pose aux gens et qui souvent est répondue de manière assez mécanique sur moi, je suis. Alors, je pourrais vous dire, moi, je suis coach, moi, je fais ceci, moi, Mhm. j'habite ici. Et en fait, c'était Catherine Ringer, qui est quand même pas coach dans sa vie ni psychologue, mais chanteuse, qui disait c'est pénible en fait ce type de réponse parce qu'en fait on n'accède pas à ce que les gens aiment vraiment, à ce qui les fait vibrer dans la vie. Et si je te fais cette réponse sous cet angle-là, je te dirais que moi je suis quelqu'un qui aime explorer, je suis quelqu'un qui aime rencontrer des personnes pour qui la vie est aussi une forme d'exploration de soi, du monde. Et j'ai ressenti ça quand tu vois, on s'est rencontrés. Cette envie de donner la voix à d'autres gens, de s'enrichir de leur parcours, de partager. Ça, c'est des choses qui me font vraiment vibrer, ces rencontres-là. Et puis, la deuxième chose qui me fait vibrer, c'est permettre aux gens, dans ce fameux parcours d'exploration qu'est la vie, bah, de trouver des chemins qui sont joyeux pour eux et dans Hmm. lesquels ils peuvent exprimer des talents et des singularités qui sont les seuls à avoir, en fait. Et que souvent ils ignorent ou qu'ils minimisent, ne pensant pas avoir de talent, ne pensant pas être à la hauteur. Et donc c'est vraiment ça qui me passionne, l'exploration de l'humain et du monde pour que chacun puisse avoir un chemin joyeux quotidiennement sans attendre l'ultime objectif atteint dans tes rêves les plus fous. Hmm. Voilà. Voilà la réponse Ok, que je peux te faire à cette question. Alors j'adore. j'espère qu'elle te Moi, perturbe pas trop. moi, je me suis posé la même question il y a quelques années et ça m'avait, une fois, j'étais dans un événement, je vais te partager. Et en fait, une jeune fille, donc qui était beaucoup plus jeune que moi, qui me dit, mais tu peux te présenter, tu vois. Donc, comme ça, on était à table, c'était genre un moment convivial pour rencontrer des gens. Et, euh, et en fait, ça m'a saoulée. Je lui ai dit, j'ai pas envie de parler de ce que je fais dans la vie parce que je suis pas mon travail. Elle me regardait genre, pourquoi elle disait c'est Paul? Et vraiment, c'était ça, tu vois. Et je commence. Après, j'ai rigolé parce que je trouvais que la façon dont je répondais était peu sèche, en disant ben voilà, en fait, je suis pas mon boulot. Mon boulot, c'est mon boulot. Mais moi, je suis autre chose que le travail. Parce que les gens, en général, ils se présentent par leur boulot. Et ça, c'est un gros problème. Parce que t'es pas ton travail. Enfin, normalement. Alors, tu vois, c'est intéressant la façon dont tu reçois ce Mm. que j'ai partagé parce que, comment dire, je suis d'accord qu'on n'est pas son boulot. On Mm. n'est pas en tout cas que son boulot. Mm. Mais pour autant, je pense que si notre boulot est séparé de ce que j'appelle notre chemin de joie, Ouais. on a un gros problème. Oui. On a un gros problème au sens personnel, c'est-à-dire que quotidiennement, on va s'infliger des choses qui ne nous donnent pas de joie. Et plus encore, des choses qui, quand on n'est pas connecté à sa joie, en général, on n'est pas très bon. Mm. C'est vrai. Et du coup, je pense qu'il ne s'agit pas tellement pour moi de dire je ne suis pas mon boulot, même si c'est évident que je ne suis pas que ça, Mm. mais plutôt de dire commençons d'abord par ce qui me donne de la joie et importons-le dans l'ensemble de ce que je fais dans ma vie, y compris mon boulot. Mm. Tout à Et fait. donc moi j'ai une vraie joie quand je mets dans mon métier de coach Mm. cette exploration. Par Ouais. exemple, ce matin, j'ai une vraie joie d'être avec toi ici. Parce Mm. que pour moi, je l'associe à l'exploration.
Mmh. À la fois de te découvrir toi, de découvrir ta communauté, mais aussi de me découvrir moi-même, tout simplement en étant attentive à ce que je dis. Parce que des fois, quand on formule avec un témoin, des témoins ce matin, ben en fait, on s'aperçoit de ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Donc voilà, c'est une petite nuance, mais qui me semble importante. Quand tu dis je suis pas mon boulot, oui. Mais si mon boulot est déconnecté de qui je suis, on a un gros problème. Ouais, c'est vrai. Et parfois, on se l'interdit en disant bah, le boulot, c'est le boulot. Du coup, je vais pas y mettre ce que je surkiffe. Mmh. Et là, c'est le début du cauchemar, en fait, Mmh. selon Non, c'est moi. vrai. Hein, Non, selon c'est moi. vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Est-ce qu'il y a eu un événement, une expérience, une période particulière qui a eu un tournant dans ta vie et dans ta façon de voir les choses et ce que tu es aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a eu des tournants dans ma vie. J'ai la chance d'être vieille, donc j'ai eu la chance d'expérimenter plusieurs tournants. Euh, je crois que le dernier tournant que j'ai envie de partager, euh, c'est celui de cette année écoulée, en fait. En mars 2025, j'ai été diagnostiquée d'une tumeur au cerveau. Et je dois dire que ça a été le plus merveilleux moment de mon année. Alors, pas exactement ce moment où j'ai été diagnostiquée, parce que ça a été aussi quelque chose qui m'a bousculée sur le possible départ prématuré de ma petite vie sur Terre. Donc, c'était pas hyper cool, c'était pas un moment hyper fun. Mais pourquoi ça a été un grand moment? Parce qu'en fait, Merde. c'est c'est quelque chose qui m'a reconnecté au fait que toutes les peurs que je peux avoir sur de pas être assez, de pas faire assez, de pas donner assez, de pas changer le monde assez, parce que bon, c'est un peu ma came à moi, changer le monde. Eh bien, en fait, c'était bien ridicule face à finalement la chance toute simple que j'avais d'être en vie et en bonne santé jusqu'à présent. Et en Mmh. fait, cet événement, pourquoi je le trouve riche, c'est parce qu'il me reconnecte au fait que je m'exagère trop souvent à vouloir faire plus, à vouloir faire mieux, à vouloir être à la hauteur d'un espèce d'idéal, alors qu'en fait, j'ai juste la chance d'être en vie. Et cette tumeur annoncée m'a reconnecté à ça. OK. Et notamment à la joie d'être là. Mmh. Alors qu'avant, j'avais le sentiment que, ouais, bon, j'avais une vie, mais en fait, elle n'était pas assez. Et donc, dépouillée de cette vie que je sous-valorisais, tout d'un coup, je vois la valeur et je vois avec joie le fait d'être en vie, tout simplement. Et donc, ça transforme énormément mon rapport aux objectifs, mon rapport Ouais. à la performance, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, c'est déjà extraordinaire d'être là. Voilà. Et donc, ayant été opérée au mois de mai, je suis là. Et je reconnais plus que jamais à la gratitude d'être là. Et à partir de cet espace-là, ce que je découvre, c'est Ouais. que, en fait, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tension autour de petits objectifs que nous, petits êtres humains, nous croyons devoir atteindre. Alors que personne ne nous atteint, sauf notre ego, au coin de Ouais. la rue. Et ça change tout parce que, pour moi en tout cas, quand on est très drivé par son ego, par cette volonté d'être enfin à la hauteur, Mmh. rien n'y change. Toute ma vie, on m'a dit, mais c'est extraordinaire ce que tu fais, mais trop bien. Moi, ça passait au-dessus, hein. Donc, en fait, quand à l'intérieur, vous êtes en sentiment que vous n'êtes pas assez, toute la terre entière peut vous dire, même Bill Gates, hein, que vous êtes au top, ça ne change rien. Et donc, j'avais besoin de ce cataclysme, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça une bénédiction. J'avais Ouais. besoin de ce cataclysme. Ok, la vie, tu la trouves pas assez. Ben, on va te l'enlever, comme ça, on va voir comment tu vois les choses. Ah, ça est radical, hein.
Qu'est-ce qui a changé en toi? L'appétit pour la vie, le désir en fait. Mmh. Le désir, là encore ce matin, je m'interrogeais sur toujours le fil de la joie, hein, donc qu'est-ce qui nous donne de la joie, qu'est-ce qui nous prive de la joie? Et Spinoza nous dit, ce qui nous prive de la joie, c'est nos désirs inadéquats. Et c'est quoi un désir inadéquat? C'est en fait un désir qui ne m'appartient pas, que je m'impose parce que je crois que ça fait bien Mmh. d'atteindre tel ou tel objectif. Peu importe l'objectif, hein, mais quelque chose qui ne m'appartient pas vraiment, qui n'est pas relié à mon cœur, à ma joie. Et quand je me fixe ce genre d'objectif, en fait, je dépéris. J'ai de la procrastination, j'ai de la tristesse, j'ai de l'apathie, j'ai de la flemme. Et donc, ce qui a changé en moi, c'est que la façon dont on me fixe maintenant les objectifs, c'est avec le test de la joie. C'est-à-dire que si j'en ai pas envie, si c'est pas joyeux, Mmh. je vais pas me forcer en fait. Je vais pas chercher de la discipline. De la discipline, j'en ai à l'endroit où j'ai de la joie. Par exemple, j'ai beaucoup de joie en cuisine. J'adore cuisiner. Mais je suis extrêmement disciplinée. Je choisis mes produits, tout est anticipé, mes recettes sont recherchées, les personnes à qui je délègue, elles sont briefées. En Ouais. fait, tu as de la discipline là où tu as de la joie. Et croire que là où tu n'as pas de joie, en mettant de la discipline, tu vas avoir des résultats, c'est faux. Tu vas juste expérimenter un désir inadéquat qui va te conduire à la tristesse. Et non seulement de la tristesse, mais tu vas te juger parce que tu vas pas atteindre ce que tu t'es fixé. Et là, c'est le début de la descente aux enfers. L'ego va te dire, bah, t'es vraiment qu'une merde. Et t'as vu, en plus, c'est prouvé. T'avais fixé des objectifs, tu les as pas atteints, donc c'est Mmh. A plus B, t'es une merde. Ouais. Et ça, c'est l'enfer sur Terre, hein. Mmh. C'est l'enfer sur Terre. C'est créer un quotidien privé de joie. Mais pourquoi privé de joie? Parce que privé de soi. OK. Privé de ce qui est vraiment toi. T'as pas voulu le mettre dans ton plan, t'as pas osé. Tu t'es soumise Ouais. à des désirs extérieurs importés de De ta la société. comparaison avec d'autres, ton éducation peut-être à laquelle tu n'as pas fait de tri. Et donc, un désir sans joie, c'est en fait un désir sans soi. Voilà. Donc moi, ça change ça dans ma vie. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui plus que jamais. OK. Waouh! C'est très émouvant, merci, de partager ce moment-là. Juste pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être en joie? Ben, tu vois, ça se sent dans le ventre en fait. Tu vois, c'est pas un truc. Et c'est ça qui est fabuleux quand je dis aux entrepreneurs de ressentir par rapport aux objectifs qu'ils ont posés sur le papier. Je leur faisais faire un atelier il y a peu de temps. Et quand tu regardes le papier, entre toi et toi, comme si tu faisais une liste au Père Noël, en fait, tu sais, on te dit, mais si tu, si tu mets pas ça sur ta liste, tu l'auras pas. Donc dépêche-toi de mettre sur ta liste, parce que c'est maintenant, il attend ton papier. Ouais. Et en fait, est-ce que tu as vraiment envie de mettre ce truc genre, faire x3 sur mon business? Est-ce que tu vraiment as envie de le mettre au Père Noël, tu vois? Est-ce que ça passe l'épreuve du test de la joie? L'épreuve du test de la joie, c'est comme un enfant. Mmh. Tu as les yeux qui brillent, tu es trop content, tu le sens dans ton ventre, en fait, c'est physique. Ça peut être difficile de le ressentir quand quelqu'un est très déconnecté du soi, très Mmh. déconnecté et très, à l'inverse, drivé par ce que Spinoza appelle les peurs et les jugements, les perceptions erronées Mmh. de la réalité. Exemple, si j'ai la perception, et c'était mon cas, hein, Oui. que je ne suis pas assez Ouais. et que je dois prouver pour que les gens se disent elle a de la valeur parce que moi je ne me donne pas de la valeur. Si je suis dans cette perception-là, évidemment que mes objectifs vont être inadéquats, ils vont être drivés par cette peur et ce besoin d'être assez aux yeux des autres. Et donc, je vais fixer des objectifs qui claquent en chiffre d'affaires et qui, en fait, ne font pas tourbillonner mon ventre. Et le résultat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
procrastination, flemme, jugement sur soi, de ne pas avoir atteint ce qui ne nous inspire pas, mais sans avoir conscience que c'est parce que ça ne nous inspire pas. Alors, nuance quand même ici, je ne suis pas en train de dire se fixer des objectifs de chiffre d'affaires, c'est de la merde. Et Bien c'est sûr. forcément pas toi. Je suis pas en train de dire ça. Je Oui. suis en train de dire qu'il y a une manière de regarder tes objectifs de chiffre d'affaires qui te donnent de la joie, une manière aussi de les atteindre qui te donne de la joie, et que si tu ne te connectes pas à cette façon-là de le voir et à cette stratégie-là pour l'atteindre, stratégies qui sont sur mesure pour toi, alors tu passes à côté et tu n'en as même pas envie. Mmh. Et donc pour moi, par exemple, ma manière de me reconnecter à mon envie d'atteindre des objectifs de chiffre d'affaires, c'est de le relier à ce qui est vraiment dans ma joie. Qu'est-ce qui est dans ma joie? Partager, rencontrer, explorer, tester. Mmh. Ça, c'est dans ma joie. Et si je le fais sous cette forme-là, mon parcours vers le chiffre d'affaires que je veux, Oui. ça devient joyeux. Oui. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de jeter des choses trop vite, mais il Oui. s'agit de les ajuster. Et pour les ajuster, on a besoin d'abord de se libérer de ce qui est la fameuse peur ou jugement qui nous empêche de voir les choses de manière libérée. Et une fois qu'on a fait ça, on revisite les objectifs de manière beaucoup plus juste. Et on Mmh. aura un désir adéquat. Et on aura de la joie. D'accord. OK. Merci beaucoup, de ce partage. Comment tu as vécu cette période que dont tu nous as parlé tout à l'heure par rapport à la découverte de ta maladie? Comme un cadeau, hein. Alors, ça a été une renaissance, en fait. Moi, j'ai beaucoup lutté sur mes objectifs dans les années écoulées parce que je m'étais profondément déconnectée de qui j'étais à la suite d'un gros cataclysme qui date de 2017, où en fait j'ai eu une grosse série de ruptures dans ma vie. Rupture de couple, hein, de divorce, rupture géographique, hein. J'ai été expatriée 10 ans à Madagascar et je suis rentrée à la suite de cette rupture. Et puis rupture de professionnel, hein, puisque en fait j'ai perdu mon travail à l'époque, je travaillais en salarié à Madagascar. Et donc j'ai le sentiment d'avoir à ce moment-là perdu l'ensemble de mes attributs extérieurs de richesse, sous-entendu de ma valeur. Et Mmh. donc gros cataclysme pour moi et mon ego, puisque tiens, t'as tout perdu, ça signifie donc que tu t'es trompé partout, et ça signifie donc aussi que c'est pas la peine de recommencer autre chose, puisqu'en fait, là, on vient de démontrer que t'es nul, en fait. Donc, c'est Ouais. pas la peine de chercher autre chose. Du coup, quand tu pars avec ça, bah, ta vie, elle est juste celle de quelqu'un qui est en dépression avancée, quoi. Ce que j'ai été pendant plus de 2 ans, euh, et qui m'a donc conduit à avoir un chiffre d'affaires zéro pendant 2 ans. Mmh. D'accord. Donc, très très dur aussi quand tu as placé toute ta valeur dans ton business, dans ta super successful woman life. C'est C'est vrai. très très compliqué, très très compliqué. Donc là, tu te caches quand on te demande tu fais quoi dans la vie. Euh, Tu fais prochaine question, s'il vous plaît, merci. Et t'es pas du tout enthousiaste à l'idée d'être interviewé. Pas du tout, mais Ouais. alors pas du tout. Euh, donc en fait, c'est ce cataclysme-là qui m'a obligé à aller chercher des façons de me faire revivre, parce que quand je dis revivre, c'était si j'avais pas eu ma fille, hein, habitant au 7e étage, il se serait peut-être passé des choses différentes de celles qui se sont passées. Heureusement, j'ai jamais eu profondément cette envie de partir, et je crois qu'il y avait une part en moi qui pensait que, en fait, j'étais juste en train de découvrir ce que j'avais besoin de découvrir, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'appétit de vie et qu'est-ce qui nous l'enlève. Mmh. Et j'ai eu un magnifique cas pratique, c'est-à-dire que j'ai été coupée vraiment très fort de tout ce qui me donnait vie, et j'ai dû le retrouver par les recherches que j'ai faites sur le plan à la fois physique, mental, psychologique. Donc la dimension, moi, j'appelle tête, cœur, corps, et que je mets en œuvre aujourd'hui dans mes accompagnements, parce que je sais que en me coupant profondément du cœur à cette époque, j'ai en fait scié la branche sur laquelle j'étais assise, Mmh. et que la vie, en me faisant perdre tous mes attributs extérieurs de richesse, m'a obligée à ressemer d'autres graines
et pas juste à colmater la branche de l'arbre que je venais de couper, en fait. C'était pas suffisant, en fait. Ouais. Et donc, comment je l'ai vécu, tu m'as demandé. Je me souviens très bien de ce moment. Il y a eu 2 moments dans cette période de 2017-2020 où j'ai d'abord tout perdu, à mes yeux, hein. Évidemment, tout est relatif. Il y a eu 2 moments. Le premier moment, c'était, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et puis, je dois être vraiment une merde pour en être arrivé là. Ça, c'était le premier moment. Et il y a eu un moment de bascule. Parce qu'en fait, j'ai pas réussi à être aidée dans cette période par les psys, par les ostéos, par tout ça, par l'hôpital, hein. J'ai été internée en hôpital psy quand même, c'était sympa. Et j'avais quand même ma fille à m'occuper, mais je pouvais plus, tu vois. Donc c'était quand même assez trash. Et donc le deuxième moment qu'il y a eu, c'est que quand je suis revenue de l'hôpital psy, où j'avais mis beaucoup d'espoir d'être soignée, et qu'il s'était rien passé, pas grand-chose, et que ces gens m'ont dit les yeux dans les yeux, bah écoutez, parce que quand je suis sortie de là, j'étais très en colère, j'attendais beaucoup, je m'étais libérée de 15 jours de mes obligations de maman, ça a été très compliqué, et j'ai pas reçu ce que j'espérais, c'est-à-dire un miracle. J'espérais qu'on me soigne comme ça. Parce que je me disais, j'y arrive pas chez moi toute seule, donc peut-être quelqu'un a une solution miracle, et j'y croyais, c'était mon salut. Sauf que c'est pas arrivé. Et donc j'étais très en colère contre eux, les soignants sont tous venus me voir à la fin du séjour, et je leur ai exprimé cette colère. Je leur ai dit, vous êtes gentils, vous m'avez laissé à la fenêtre en me disant de prendre le soleil pendant 2 semaines. C'est pas franchement ce qui m'a aidé. Et j'avais vraiment la rage, quoi. Et ils m'ont répondu, tiens-toi bien. Ils m'ont répondu, bah, écoutez, si au moins on a réussi à vous mettre en colère, c'est déjà pas mal. Je me suis dit, au secours, quoi. C'est ça votre idée. Et à l'époque, j'ai vraiment pas compris le truc, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, donc dans le deuxième temps de cette période dure pour moi, c'est que à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, ce truc qui t'arrive là, c'est l'opportunité incroyable d'explorer enfin à l'intérieur ce que tu n'as jamais été. Et donc à ce moment-là, je décide d'en faire un voyage. Et je me revois, hein, je me revois sur ce même canapé rouge à me dire, ok, on va plonger. On va plonger à l'intérieur et on va aller chercher ce que personne t'a aidé à trouver. Et là commence le deuxième moment de ma vie de cette période où je dis, en fait, c'est un cadeau. Je ne sais pas encore ce que je vais trouver, mais allons-y gaiement. Et ça a été, ce que j'aime bien dire, la plus belle dépression de ma vie. La plus belle dépression de ma vie parce que j'en ai fait ce voyage exploratoire, toujours, hein, valeur centrale chez moi. Ce voyage exploratoire qui m'a passionnée, où j'ai découvert toutes les méthodes, qu'elles soient mentales, physiques, émotionnelles, qui m'ont aidé et qui aujourd'hui sont au cœur de mon accompagnement. Voilà. Donc, voilà comment je l'ai vécu. Je l'ai vécu d'abord en rejet et Oui. ensuite je l'ai vécu en amour. Merci de m'offrir ce voyage. Merci à la vie de m'offrir ce voyage. Et il a été proprement extraordinaire, ce voyage. Ok, super. Vraiment intéressant. Comment tu as eu la force en toi ou le courage, ou quelque chose qui t'a vraiment dire, bah voilà, j'ai vécu ça, maintenant je veux s'en sortir, et comment tu as fait? Parce que c'est ça aussi, quand on est down, on se dit, ben non, mais je peux pas m'en sortir. Et c'est ceci l'objectif de ce podcast, c'est de donner peut-être ce déclic aux femmes, tu vois? Yes. Alors, j'avais toujours construit ma vie avec cette histoire de force. Donc, au départ, j'étais très persuadée que c'était une affaire de force de Mhm. sortir de là. Et j'ai découvert autre chose. J'ai découvert que c'est pas la force qui m'a sorti de là. Il y a 2 choses qui m'ont sorti de là. Un truc d'abord très contre-intuitif pour moi, qui était bien emprisonné dans mon ego et dans ma force personnelle, qui devait être à toute épreuve. C'est-à-dire qu'au moment où je suis au 7e étage de ma belle résidence dorée, et où j'ai juste une envie, c'est de disparaître, et où chaque matin que Dieu fait, j'ai même pas la force de me lever pour accompagner ma fille à l'école, et que j'ai à peine la force de me relever à 17h quand elle rentre pour faire semblant de m'être levée, alors que j'ai en fait dormi toute la journée. Donc à cette période, ce qui m'a sauvée, c'est de connecter aux gens qui m'aiment, que j'aime, ma sœur, mon père, ma mère, ma tante, des clients aussi,
qui ont traversé l'indicible Ok. sans choisir de tirer leur révérence, alors qu'ils auraient pu le faire. J'ai la chance ou la malchance d'avoir une famille dans laquelle le suicide est assez présent. Je pense qu'on a un petit terrain sympa. Et j'ai vu ces gens, donc je pense beaucoup à ma sœur, qui a tenu. Et je me suis dit, par amour pour eux, pour honorer ce qu'ils ont transmis dans leur combat que j'ai observé, Ouais. combat face à des choses qui vous mettent par terre, quoi, hein, de la drogue, de l'alcoolisme, des choses qui souvent font qu'on ne revient pas. Et je me suis dit, je, je veux honorer ça. Je veux honorer ça. Je veux à mon tour leur transmettre que dans les pires moments, on peut décider de choisir la vie, même si c'est dur. Donc c'était difficile pour moi, hein. Mais ce qui était très nouveau pour moi, c'était de me dire, finalement, je le fais pas pour moi. Moi, j'ai fait ma vie à l'extérieur en me disant que j'allais conquérir ce qui avait du sens pour moi et que si ça plaisait pas aux autres, c'était pareil. C'est pas grave. Et tout d'un coup, ce truc de, pour moi, je l'avais plus. Parce que j'étais devenu quelqu'un qui était dans l'échec, donc faire quelque chose pour moi, ça n'avait plus de valeur. Et donc, pour la première fois, je me suis relevée pour les autres. C'était très neuf, très très neuf. Hmm. Et c'est assez paradoxal parce que dans le dev perso, on nous dit beaucoup, oui, c'est ta vie, c'est ton avenir, tu t'en fous des autres. Je partage plus du tout ce point de vue. Point de vue qui nous coupe en fait de nos liens. Et j'ai vu que c'est très puissant d'avoir une mémoire familiale ou amicale ou amoureuse, peu importe, qui nous porte aussi vers la meilleure version de nous-mêmes. Parce que ces gens-là nous aiment, croient en nous, ont Hmm. investi sur nous, ont donné pour nous. Et honorer cette mémoire, en fait, c'est extrêmement puissant. Hmm. Donc voilà une façon dont je me suis relevée. Et puis l'autre façon, ça a été expérimenter, 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 chercher, chercher, de manière obsessionnelle. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai loupé? Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ma façon de conduire ma vie pour m'amener là? Hmm. Et, et j'ajouterai un dernier composant que j'ai ajouté sur le tard, c'est l'amour en fait. Hmm. Au début, je me flagellais, tu dois trouver, franchement, cet échec, il est lamentable. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, et si je m'offrais l'amour qu'on offre à un enfant qui tombe de vélo? On lui dit pas, mais t'es vraiment qu'une merde. Hmm. On lui dit jamais ça. Non, bien On lui sûr. dit, ok, t'es tombé, mais c'est juste, ok. En fait, t'as juste besoin de t'y prendre un peu autrement. Regarde, je peux t'aider comme ça, peut-être autrement. Mais à aucun moment, on lui dit, mais attends, mais t'as vu, t'es tombé, mais c'est quoi cette merde? Et tu vois, ça m'a frappé parce que moi, j'ai 2 enfants et avant, j'avais une relation entre l'amour et l'exigence qui était séparée pour moi. Hmm. Moi, je m'exigeais, mais m'aimer avant d'avoir atteint un truc, c'était inimaginable. Alors que mon enfant, ma fille à l'époque, qui avait 6, 7 ans, à aucun moment j'aurais dit: «Elle a pas atteint tel truc, donc elle mérite pas mon amour». Ça ne se serait jamais venu à l'esprit. Hmm. Et pour moi, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais quotidiennement. Et là, j'ai vu l'absurdité du truc. Hmm. L'absurdité de ma peur qui disait, donc on revient sur les perceptions erronées de Spinoza, hein, l'absurdité de ma peur qui me faisait penser que si je m'aimais vraiment sans condition, Oui. en fait, je n'atteindrais plus jamais aucune de mes ambitions. Oui. C'est tellement faux. Bah oui. Et Mais bon, donc on n'a j'ai pas commencé à appris. donner de l'amour. C'est ce qu'on n'a pas appris, hein. En tout cas, moi, j'avais pas appris. Oui, moi non plus. Ça peut te rassurer. Ou pas. Et donc, je l'ai ajouté à mes ingrédients. Ouais. Et j'invite chacun à ajouter les ingrédients qui manquent peut-être à son histoire culturelle ou familiale. Hmm. Parce que, encore une fois, c'est votre vie que vous êtes en train de construire. Donc, c'est ce avec quoi vous vivez et vous voyagez. Hmm. Donc, pour moi, l'ingrédient de l'amour qui est
je t'aime quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, où que tu en sois, où que tu ailles. Mmh. Ça a été un tel moment de rassérénement pour moi qui était en panique totale d'être pas à la hauteur. De dire, mais quoi qu'il arrive, tu es aimé. Quoi qu'il arrive, tu es aimé. Et c'est pour ça que l'événement de la tumeur a été aussi un renforcement de cet apprentissage parce que j'ai pu voir qu'au moment où tout s'arrêtait, parce que bon, bah, j'ai été arrêtée quand même 6 mois cette année-là, Mmh. et j'ai eu besoin de tout, d'aide à la maison pour le ménage, pour la cuisine, pour garder mes enfants, j'ai eu besoin de tout. Et en fait, à ce moment-là, tout le monde s'est rué auprès de moi, clients, amis, famille, parents de l'école, tout le monde, école elle-même, l'institution, la sécu, l'URSSAF, tout le monde, pour dire en fait, on est là pour toi. Waouh. C'est-à-dire que cette illusion de croire qu'on est seul était aussi une illusion. Mmh. Juste drivé par mon ego qui dit, tu dois t'en sortir seul. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a disparu. Cet ego qui dit, mais en fait, être seul, c'est mieux. C'est mieux parce que ça prouve que tu es fort. Mais en fait, déjà, non, c'est pas mieux, en fait. C'est Mmh. horrible, en fait, cette perception d'être seul face Bien sûr. à la vie. Et puis, c'est tellement faux. Et donc, tous mes clients, tous mes amis, tous mes parents sont venus me dire, en fait, t'es pas seul. Et au moment même où tu crois que tu perds tout ton pouvoir, toute ta force, tu te rends compte que cette puissance d'amour qui t'entoure Mmh. décuple tes forces. OK. Donc, c'est un truc de fou. C'est juste un truc de fou. Et je Mmh. profite de l'occasion pour remercier encore et encore tous Oui. ceux qui ont été là et qui m'ont dit, on est là, en fait. On est là et on est heureux d'être là. Parce que l'être humain, au moment où tu demandes une main tendue, qu'est-ce qu'il est heureux de te la tendre? Qu'est-ce qu'il est heureux? Parce qu'il se dit, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon fils, ça pourrait être ma sœur. Et il a envie de se projeter dans un monde où les mains sont tendues. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Avec le recul, qu'est-ce que tu as retenu de tes expériences, de ton parcours qui aujourd'hui, heu, bah, te drive dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnel? J'ai retenu que il ne manque rien. Il ne Mmh. manque rien dans le sens où c'est notre impatience n'est juste que le reflet de ce qu'on n'a pas appris à aimer. Donc si je suis impatiente d'atteindre mes objectifs demain, si je suis impatiente de rencontrer quelqu'un avec qui je fais ma vie, si je suis impatiente d'avoir un enfant, c'est juste parce que j'ai pas appris à aimer ce que je vis maintenant. Et, et donc, ça m'arrive bien sûr d'être impatiente encore aujourd'hui et tant mieux parce que c'est aussi une manifestation du désir. Mais, mais je sais au moment où je suis impatiente que je peux me poser la question, en quoi ma vie est déjà parfaite? En quoi ma situation, par exemple, sans être en couple, comme ça je fais un petit spoiler pour ceux que ça intéresse. Je sais pas Ma si les enfants situation, vont nous écouter, hein. c'est fou, hein, ça te parviendra à qui doit l'entendre. Et donc en fait, cette impatience en moi, elle est juste le fruit d'une forme de non-appréciation de ce que j'ai déjà. Et donc ça m'invite à revenir à ce que j'ai déjà et à avoir de l'amour pour ça. Donc ça c'est un de mes apprentissages forts parce que ça permet d'éviter de forcer, d'éviter de voir ce qui manque et de voir plutôt ce qu'il y a. Et puis une deuxième chose qui m'a énormément, énormément changé, c'est cette phrase. Tu ne peux pas gagner, la seule guerre que tu ne peux pas gagner, c'est la guerre contre toi-même. Alors ça m'a scotché au mur. Mmh. J'ai tellement fait la guerre contre moi-même. Tu sais, cette guerre où tu te fixes des objectifs que tu te dis devoir atteindre, cette guerre où tu te sens nul et que à chaque truc que t'as pas atteint, tu te dis, t'as vu? Vraiment, là, on a la preuve, hein. C'est vraiment nul. Cette guerre-là, je l'ai tellement faite. Donc, c'est pour ça que les deux vont ensemble. Avoir de l'amour pour soi, quoi qu'il arrive, c'est le contraire d'être en guerre contre soi. Voilà.
Donc ouais, ça m'accompagne aujourd'hui beaucoup. Euh, de me voir comme un enfant de moi-même et de me dire, si c'était ton enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? Quand je suis en difficulté, quand je suis pas à la hauteur selon mon ego, qu'est-ce que tu lui dirais si c'était ton enfant et que tu souhaitais le meilleur pour lui? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et ça change tout, cette question. Hmm. De me voir comme mon propre enfant. Ouais, waouh, ouais, très bel exercice. Ouais, franchement, ça aide. Ouais. Aujourd'hui, quelle est ta mission qui t'anime? Bon, tu nous as un peu dit ce que tu faisais, mais Mhm. si tu peux un peu, peut-être, Pour moi, c'est permettre à chacun de vivre selon sa propre définition de la réussite. On parle beaucoup de réussite sans savoir trop ce qu'on met derrière. Et souvent, c'est des choses importées de l'extérieur, hein, donc la Rolex à 50 ans et j'en passe et des meilleurs. Et en fait, si tu demandes aux gens vraiment quelle est leur définition de la réussite, ben souvent, ça vient pas trop la réponse, hmm, à part des réponses préfabriquées. Et donc, pour moi, la réussite, déjà, c'est une part à définir et c'est pas la petite partie du travail. hmm, C'est quoi pour toi la réussite? Ça fonctionne comment? Ça ressemble à quoi? Euh, ça se traduit comment dans ma vie? Ça t'apporte quoi dans la vie? hmm, Et ensuite, sur cette équation de la réussite, il y a vraiment deux choses à comprendre. La réussite, c'est quoi? C'est des résultats que toi, tu dois avoir définis comme des résultats qui t'inspirent. ouais, Et ils dépendent de quoi, ces résultats? ouais, Ben, ils dépendent de deux choses. Ton potentiel, donc tes talents, ton potentiel physique, mental, émotionnel, d'accord? On a tous un potentiel. Moins, ce qu'on dit moins, les interférences. hmm, Les interférences, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui va t'empêcher, limiter, dégrader, détériorer, bloquer ton potentiel. Donc, principalement pour un être humain, c'est des peurs et des jugements autour de lui-même et du monde. Exemple, je me fixe, j'ai un potentiel par exemple je sais pas, je suis artiste, par exemple. J'ai ça, je dessine depuis que je suis toute petite. Tout le monde me dit que ces dessins sont dingues, etc. Mais j'ai été élevée, j'ai un jugement sur les artistes que c'est des gens de bohème et qu'on ne gagne pas sa vie en étant artiste. Donc je me trimballe avec cette interférence-là. Donc quelque part, inconsciemment, je donne pas vie à cette forme de réussite que j'ai envie d'avoir, qui est de dessiner des choses qui expriment des émotions et qui libèrent des blocages émotionnels chez les gens, par exemple. Donc je donne pas vie à ça parce que c'est un truc de bohème, tu vois. Et donc moi, le truc de bohème, bah, je le fais dans mon atelier en bas de la cave et je vais pas faire une expo, tu vois. Ça s'expose pas. C'est pas des trucs pour lesquels on gagne sa vie, tu vois. Et donc au moment où je me trimballe ce type de pensée, qui est un jugement et aussi une peur en même temps, hein, peur de réussir, peur d'afficher que en fait, je suis pas un artiste bohème, je suis peut-être beaucoup plus un artiste qui réussit et qui vit de son art. Mais cette forme de réussite, je me la suis pas offerte à moi-même, je l'ai pas définie comme ça ma réussite. Et donc ben, je vais pas aller vers ça. Et donc ma mission aujourd'hui, c'est ça, c'est permettre à chacun de définir sa forme de réussite ok, et dans un deuxième temps, de libérer son potentiel en désactivant ses interférences. d'accord, ok, Et donc, travailler la libération émotionnelle des peurs et des jugements, mais aussi sur le potentiel, identifier c'est quoi ton potentiel, c'est quoi ton talent à toi, c'est quoi ce que tu fais quand personne ne te regarde, c'est quoi ce que tu fais mieux que tout le monde sans effort incroyable, c'est quoi ce que tu fais où les gens te regardent et te disent mais comment tu fais ce truc-là? Et tu réponds mais comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait là. Parce que pour toi c'est évident, tu ne le vois pas. ouais, Et donc la partie potentielle, elle n'est pas toujours évidente. hmm, Voir ton talent, ton unicité, ta singularité, parce que les interférences t'en empêchent. hmm, D'accord? Si tu reconnais que tu as un potentiel d'artiste incroyable,
la peur de réussir et d'être peut-être exposé, de souffrir de la critique, s'active, par Ouais. exemple. Mmh. Et donc, tu vas étouffer ton talent. Tu vas faire mine de pas le voir. C'est juste un exemple, tu vois. Mais donc, voilà, ma mission, c'est ça. C'est permettre aux gens d'explorer leur forme de réussite en autorisant à reconnaître quel est leur vrai potentiel à eux, unique, et en libérant les interférences qui gênent Mmh. l'expression de ce potentiel. Voilà ce que je fais moi aujourd'hui. Mais merci pour ce partage. De toute façon, je mettrai tes coordonnées en description du post. Certaines veulent te contacter, ça serait avec plaisir. Revenons sur les valeurs. Quelles sont ces valeurs qui te guident aujourd'hui, que ce soit dans ton activité, que ce soit dans ta vie? Si tu peux m'en donner 3. Allez, interro surprise. Ok. Alors, je vais te faire une réponse vraiment aujourd'hui parce que les valeurs, ça évolue et c'est intéressant de comprendre que on doit bien sûr avoir une forme de clarté sur ses valeurs, mais qu'elles bougent. Elles bougent Ouais, en fonction des événements plus ou moins traumatiques ouais, qui vous arrivent. ouais. Événements qui reclassent dans un ordre différent les valeurs. Pour moi, ce que j'ai partagé comme événements qui me sont arrivés cette année, que ce soit la tumeur, mais aussi les années précédentes, ce sentiment d'être tout nu dans ces formes extérieures de richesse, ça a remis en avant la valeur exploration, clairement. Arrêter de vouloir tout mettre sous contrôle Mmh. et comprendre que la vie, être vivant, c'est le contraire de ce que beaucoup cherchent aujourd'hui et que j'ai cherché, c'est le process, la régularité, la fiabilité, le métronome. La Mmh. vie n'est pas un métronome. La vie n'est pas réglée sur du papier à musique. La vie, c'est une symphonie. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est ça qui nous exalte et qui fait qu'on revient du concert en étant nous. Mmh. Donc, première valeur pour moi, c'est clairement l'exploration pour rester vivant, pour rester dans le flux et pas dans le stock. Ouais. Autre valeur, c'est les relations. Mmh. Tu vois, avant, pour moi, l'ego faisait que je jugeais beaucoup, je me jugeais moi et je jugeais les autres. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire que la relation, toute personne a un trésor caché en elle. S'il n'est pas visible, c'est qu'il est caché par elle, par ses interférences, parce qu'elle n'ose pas. Et et je peux rentrer en relation en étant certaine que la personne en face de moi, d'où qu'elle vienne, qui qu'elle soit, Mmh. elle a ce trésor caché. Et en fait, je rentre en phase Sherlock Holmes. Je suis Mmh. passionnée de rechercher le trésor caché en chacun des personnes que je rencontre. Waouh. Et donc la Ouais. relation pour moi, c'est ça. Quand je viens ce matin, je me dis, c'est quoi le trésor caché d'Ouidal? C'est quoi son truc à elle? C'est quoi son endroit où elle a pas d'effort à faire pour être exceptionnelle? Donc deuxième valeur pour moi, clairement les relations. Mmh. La troisième, je sais pas, là, ça me vient pas, mais C'est pas grave. euh, peut-être je dirais le courage. Le OK. courage selon une définition quand même qui est un petit peu revisitée. C'est ce courage que moi j'appelle le cœur à l'ouvrage. Ah, c'est beau. Et quand tu vois le courage comme ça, et pas comme juste une façon de se flageller soir et matin à faire des choses qui te font chier, Mmh. euh, c'est donc le courage, c'est l'endroit où je mets mon cœur parce que c'est important pour moi, parce que ça vibre pour moi. Et qu'à cet endroit, même quand c'est dur, Oui. et surtout même quand c'est dur, bah je continue en fait. Et c'est une grande leçon que j'ai apprise de ma dépression. À l'époque où vraiment je dormais, sans mentir, hein, je pense, je sais pas, 18 heures par jour. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais il y a des choses que je maintiens absolument pendant cette période où j'ai pourtant zéro énergie. Et qu'est-ce que j'ai maintenu? J'ai maintenu cuisiner, bien manger, prendre soin de ma santé par l'alimentation. Et j'ai maintenu prendre soin de ma fille, avec quelques absences un peu, comme j'ai expliqué, mais quand même. Le peu d'énergie que j'avais était consacré à ça. Et ça m'a indiqué quand même quelque chose d'important sur mes valeurs. C'est-à-dire que pour moi, prendre soin de sa santé,
c'était important. Et prendre soin de la vie, parce que ma fille, c'est la vie, en fait, Mmh. c'est pas juste ma fille. Mmh. C'est prendre soin d'une vie qui est en train de pousser. Et respecter ça. Et il y avait aussi prendre soin de reconstruire dans cette période-là. Donc je pense que mes valeurs sont autour de ça, encore aujourd'hui. Merci. Comment tu as parlé de santé. Comment aujourd'hui tu allies donc ton bien-être, ton énergie, tes engagements professionnels et personnels? En quelques mots. Ouais, en quelques mots. Moi, je suis très centrée sur ce que j'appelle l'énergie vitale. Oui, L'énergie vitale, on en a besoin dans tous nos domaines de vie. Pro, tout à fait. perso, je fais pas trop la différence. Mmh. Elle dépend de quoi cette énergie vitale? De trois choses en fait. Elle dépend de la brillance de ton désir, de ta vision. Donc on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Ce désir centré autour de ce qui compte vraiment pour toi. Si ça c'est clair, si ça c'est net, tu as une vitalité qui est très forte, une énergie vitale qui est très forte. À l'inverse, si tu es sur un désir inadéquat, qui n'est pas pour toi, tu vas t'éteindre en termes d'énergie vitale. Ce désir-là, c'est 80% de ton énergie vitale. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je suis sans cesse en train de travailler sur mon désir, le clarifier, le remodeler, l'ajuster par plein de méthodes, que ce soit le coaching, mais aussi la méditation qui fait place à cette connexion intérieure, par exemple. Premièrement, le désir, la vision. Deuxième chose qui va impacter ton énergie vitale très fort, c'est ton corps physique. Mmh. Ton corps physique, si il est malmené parce que tu as des blessures qui ont été emmagasinées, des endroits où tu as souffert, qui sont dans ton corps et que tu n'as pas soigné, l'énergie circule plus à cet endroit. Donc je prends soin de mon corps physique. Je prends soin de mon corps physique euh, par la chiropratie, par des méthodes énergétiques, par voilà. Et troisième élément de ton énergie vitale, c'est ton corps chimique, c'est-à-dire qu'est-ce que tu mets dans ton corps qui va impacter ta chimie intérieure, donc tes émotions, donc tes décisions, donc tes résultats. Mmh. Bien, qu'est-ce que tu mets? Bah, tu mets d'abord de l'hydratation, c'est la base. Boire de l'eau, hydrater, c'est la base. Ensuite, tu vas enlever des choses qui te conduisent à te connecter à ton animal, ton amygdale, c'est-à-dire en gros les sucres. Parce que ça, c'est la privation directe de la possibilité d'être connecté à ton désir qui lui est long terme et de revenir à ton désir immédiat qui est tes compulsions pour le plaisir immédiat qui est le sucre mais qui peut être aussi dans ton business par exemple faire des ventes vite fait même si c'est pas aligné avec toi. Donc voilà, pour moi les trois pôles et ce à quoi je fais attention pour mon équilibre de vie, c'est préserver mon énergie vitale et ça tourne autour de ces trois choses. Vision, corps physique et Mmh. corps chimique. Parce que si mon énergie vitale baisse, dans ma vie, tout est à l'arrêt. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai vécu pendant les années Oui. 2017-2020. Et donc être privé d'énergie vitale, c'est juste la mort. Mais en étant vivant, on va dire, électriquement. C'est-à-dire que le Mmh. cerveau est encore là. Mais en fait, Mmh. tout le reste est mort. Ouais. Et vivre comme ça, je le sais, je peux le dire, c'est juste un enfer. Bah, non. Et ces années d'exploration dont je parlais tout avant, c'est ce qui m'a permis de découvrir d'où provient notre énergie vitale, Oui. comment on la perd et comment on la retrouve. Et c'est ce Oui. que je viens de vous dire, les trois éléments pour Mmh. retrouver son énergie vitale sont les mêmes éléments pour la perdre. Oui. Si je me connecte à un désir qui n'est pas le mien, Bien sûr. si je prends pas soin de mon corps et si je prends pas soin de mon alimentation et de mon hydratation. Mmh. Donc je la perds par les mêmes moyens que je la retrouve. Ouais. C'est vrai. OK. Ça paraît simple, hein, dit comme ça, Ouais, mais c'est vrai. c'est simple. C'est C'est ça. simple. C'est juste une discipline, comme tu dis, s'il y a la joie derrière, ça vient peut-être plus simplement, plus facilement. Je pense que la joie suit, mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'elle précède aussi. C'est Joe Dispenza qui dit ça. Ne pas attendre la joie ou des événements pour être dans la joie. Décider d'être dans la joie maintenant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire le contraire de l'impatience. Je serai Mmh. joyeuse quand j'aurai fait tel Ah chiffre non. d'affaires. Je serai joyeuse quand je serai mariée. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu seras pas joyeuse quand tu seras mariée parce que tu vis dans une ingratitude et Mmh. quand tu seras mariée, tu te plaindras de ton conjoint. Donc, ouais, décider que la joie n'attend pas, c'est peut-être une bonne façon de démarrer. Mmh.
tout comme aimer n'attend pas les résultats. Ouais. Décider de s'aimer maintenant, décider d'être dans la joie maintenant, ouais, j'aime bien le dire, c'est une décision. Mm. Bien sûr. Et ça peut faire beaucoup, effectivement, déjà, sur ton énergie vitale, rien que cette décision. Mm. C'est vrai. C'est puissant comme décision, hein. Et Ouais. beaucoup de gens résistent à cette décision parce qu'ils veulent des motifs pour être dans la joie. Ils Mm. veulent des motifs pour s'aimer. Mm. Et j'en ai fait partie tellement, Mm. tellement. Ouais. C'est dur de se déconnecter de tout ça, hein. Tu vois, c'est quand même un cheminement. En fait, beaucoup de mes clients me disent ça quand je leur amène ces sujets autour de l'amour de soi, autour de la joie. Ils me disent, oh, mais comment on fait? Et c'est une question que j'ai beaucoup posée aussi. Et en fait, je sais maintenant que il n'y a pas de comment, en fait. Il y a, quand ton enfant naît, tu te demandes pas comment tu vas l'aimer. Tu ne te poses pas cette question. Alors, je parle pas des cas où, en fait, tu n'aimes pas cet enfant parce qu'il est né d'un trauma et de quelque chose que tu n'as pas voulu. Et là, effectivement, il y a un autre travail à faire. Ouais. Mais quand l'enfant te vient et que tu l'as désiré, tu Mm. te demandes pas comment tu vas l'aimer. Et tu te demandes pas s'il y a des bonnes raisons de l'aimer. Mm. T'en as rien à cirer, en fait. T'es Ouais. croque de ton gosse, tu le racontes matin, midi et soir, et, et tu sais que tu décrocheras la lune pour lui. Tu le sais. Quoi qu'il fasse pas. C'est avec le temps que vont venir l'amour conditionnel, où tu diras à ton gosse, ah oui, mais t'as vu, avec tout ce qu'on a fait pour toi, tu poursuis même pas tes études, tu crois que ça a été facile pour nous de t'élever. Et là, on commence à avoir de l'amour conditionnel qui apparaît. Mais au début, quand on pose l'enfant sur toi, tu te demandes pas s'il a des bonnes raisons d'être aimé. Il vient d'arriver, il a rien fait pour ça, et il est profondément aimé. Et donc, pour répondre à ta question, c'est pas tellement comment on fait pour s'aimer. C'est Ouais. juste une décision. Je m'aime, en fait. Et au début, ça va paraître contre-intuitif. Au début, ça va être en mode, oh, c'est vraiment n'importe quoi cette histoire. Et en fait, c'est ok, laisse passer ça. C'est juste la part de toi qui juge que c'est n'importe quoi. Mm. Et laisse-la parler, laisse-la parler et continue de t'aimer à ta façon. Ça peut être de plein de façons. Ce soir, je m'offre, je sais pas, un petit film qui me connecte à des choses qui m'émeuvent. Oh, c'est une façon de s'aimer. Mm. Peut-être c'est autre chose pour les autres. Tu vois, les façons de s'aimer, pareil, il n'y a pas besoin de les juger. Et donc, expérimenter comme ça un petit peu, tiens, ça pour moi, c'est de l'amour. Ok, d'accord, je prends. Ok. Euh, Pourtant, les gens, la plupart du temps, tu vas leur dire de s'offrir de l'amour, ils vont croire que c'est un spa, que c'est... Mm. Non, pas Un forcément. truc de Pour moi, luxe. par exemple, je me prends un webinaire de coaching avec un coach que j'adore, c'est de l'amour. Bien sûr. Bien Parce que sûr. je kiffe ça, c'est tout. Tu vois, Mm. cuisiner un bon plat pour ma famille, c'est de l'amour pour moi parce que j'adore cuisiner. Donc, ne cherchez pas au-delà de ça. Des choses simples. Demandez-vous juste, est-ce que il y a quelque chose dont j'ai envie que je vais juste faire? C'est déjà Mm. de l'amour. C'est Mm. déjà de l'amour. Ok, super. D'accord? Donc tu peux le faire tout de suite en fait. T'as pas besoin d'apprendre à le faire. J'ai pas besoin de t'apprendre que quand tu vas rendre visite à quelqu'un qui t'est cher, te donne de l'amour parce que tu remplis ta journée de quelque chose qui Mm. te fait te sentir riche de cette relation. Mm. Et donc en fait, j'ai pas besoin de t'apprendre à faire ça. Tu le fais déjà. Oui, C'est oui, juste que tu l'as pas relié à je me donne de l'amour. ouais, Peut-être. Je sais ouais. pas. Oui, le lien entre les deux. Ok. Et quel message aimerais-tu aujourd'hui transmettre à une femme qui traverse une période difficile en ce moment? Hmm. Alors je te remercie pour cette question parce que euh, j'ai mis longtemps à comprendre que j'avais un public de femmes. Mm. Et j'ai ensuite mis un peu de temps aussi à comprendre pourquoi, et j'ai encore mis encore du temps à l'accepter. Ok. J'avais une vision très large, toujours l'ego, hein, qui se dit moi je parle à tout le monde, Mm. nanana. Mais les femmes en ont décidé autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui mon public est juste 99,9% de femmes, sans Ouais. même que je l'ai communiqué d'un point de vue marketing nulle part. Mm. Donc c'est assez comique. Et maintenant je me dis pourquoi. Ben justement parce que je crois que les femmes ont vu en moi une forme de leadership ou d'autorisation que je me donne à vivre selon mes propres lois. On me dit beaucoup que je suis très authentique. Pour moi, la définition d'authenticité, c'est l'inverse de l'imposture, c'est être soumis à ses propres lois. À l'inverse, on se sent imposteur quand on tente de prendre une place qui n'est pas la nôtre. Mm. Et donc,
j'ai compris que les femmes voyaient en moi cette autorisation qu'elles ont du mal à se donner, d'être fidèles à leur propre loi. Ok. Et donc, ayant compris ça, et ayant aussi une vibration à contribuer à faire que les femmes puissent s'offrir une voix qui exprime leur puissance, en fait. Parce que je crois Mm. beaucoup à la puissance des femmes. Mm. Simplement, encore une fois, elles ne s'autorisent pas. Oui. Et les interférences qu'elles vivent en termes de peur et de jugement, comme tout être humain, les empêchent de libérer cette puissance. Donc moi, je dirais aux femmes que la seule chose qui les écarte de leur puissance aujourd'hui, c'est ce qui, en fait, pour elles, souvent, est leur plus grande honte, leur plus grande peur. Je prends un exemple, le mien. Ma plus grande peur, c'était euh, d'être à la rue, de voir tout s'arrêter, de me sentir pas à la hauteur, que ce soit prouvé. C'est Mm. ce que j'ai vécu. Le cataclysme de 2017 où j'ai tout perdu m'a permis de vivre ça. Et c'est comme par hasard, en traversant ma plus grande peur, que j'ai pu révéler ma plus grande puissance. C'est-à-dire, en fait, comprendre à un moment donné que ma puissance réside dans ma capacité d'explorer des situations extrêmes et Mm. d'en revenir. Et donc, derrière, le message que je veux transmettre, c'est que derrière votre plus grande peur se cache votre plus grande puissance. Et donc, toutes les femmes ont cette puissance, bien évidemment, tous les êtres humains ont cette puissance, mais les femmes ont peut-être cette particularité d'être plus élevées et éduquées dans un schéma où la femme ne fait pas ça, la femme ne peut pas ou n'a pas l'autorisation de faire ça. Et moi, bien évidemment, Ouais. je cultive l'idée qu'il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Donc là-dessus, cela dit, je demande rarement pardon non plus. Donc, je cultive même pas cette idée-là. Et donc, je crois que les femmes ont besoin de cesser de demander l'autorisation, de cesser de demander pardon pour libérer leur puissance. Ouais. Pour exister. Voilà. Hein? Pour exister aussi. Tout simplement, oui. Mais ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est tout simplement pour exister. C'est pas un projet de conquête du monde, c'est un projet de conquête de soi et de conquête de ce qui fait sens pour soi, plutôt que de laisser grignoter son territoire par les désirs et les projections des autres. Ok. On arrive bientôt à la fin, donc je vais un peu accélérer. Pour toi, qu'est-ce qui signifie concrètement transformer l'épreuve en impact? En En une impact. phrase. Oui. On met des preuves. Je peux peut-être reformuler autrement, si ça te va? Ouais, ouais. En fait, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que, en fait, moi, l'histoire de ce podcast était venue des rencontres que j'ai pu faire dans ma vie et qui m'ont énormément, en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes traversaient des épreuves euh, différentes et à partir de là, beaucoup, en tout cas, celles que j'ai envie d'inviter, c'est celles que j'ai invitées aussi, c'est qu'elles ont décidé de s'en sortir et aussi de déjà pour elles-mêmes, mais aussi pour aider les autres. Donc il y a aussi ça. Il y en a qui ont lancé des entreprises, il y en a qui ont lancé des associations, il y en a qui sont elles-mêmes sorties du problème ou de la situation de la difficulté. Et en fait, c'était ça qui m'avait inspirée à ce moment-là. Je me suis dit waouh, elle a vécu cette expérience qui, moi, pour moi, elle était très difficile. Et je me suis dit, waouh, mais comment elle a fait ça et comment elle s'est transformée. Et voilà, c'est comme ça que la question, elle m'était venue. Et je me suis dit, Ouais, ouais, je comprends. c'est parce que c'est une leçon derrière qu'on apprend de sa vie. Et que, Mm. tu vois, Moi, je pense que transformer l'épreuve en impact, tu vois, et je vais revenir sur ce qui m'est mm, arrivé cette année avec la tumeur, ouais, c'est pas magique, hein. oui, C'est-à-dire que c'est pas genre t'as une tumeur et c'est bon pour tout le restant de ta vie, t'es dans la gratitude. Parce que t'as été opéré, parce que t'es revenu, mm, parce que t'as retrouvé la santé et tout. mm, Et ça, je l'ai cru, hein, que c'était magique. Au début, je me suis dit, waouh, trop bien. Maintenant, je vais être dans la gratitude full time. yes. En fait, pas du tout.
ton amygdale revient, ton petit cerveau, ton petit ego revient et te fout la merde comme avant. Sauf que transformer l'épreuve en impact, pour moi, il y a une des clés, ce serait se souvenir de ce qu'on a appris. Mmh. C'est-à-dire que oui, tu vas trouver les mêmes challenges. Oui, tu vas recommencer à te dire que tu n'es pas assez, que tu pourrais faire plus, que machin. Et c'est OK. Mmh. Mais par contre, tu vas revenir sur ce même sujet avec une énergie différente et avec une foi différente. Donc pour moi, transformer l'épreuve en impact, c'est qu'est-ce que j'ai appris dans cette épreuve Mmh. qui change mon regard Mmh. et qui change ma manière d'aborder les prochains challenges. Parce que les challenges, ils vont revenir. Ah, bien sûr. Et pour moi, ce que j'ai appris, c'est ça. C'est, je, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Mais C'est pas grave. c'est qu'est-ce que j'ai appris qui change mon regard. Donc là, j'ai appris qu'en fait, ma valeur, elle n'est pas à l'extérieur. Mmh. Voilà. Et donc, je me souviens de ça au moment où je me vois refaire la même chose. Parce OK. qu'encore une fois, vous allez refaire la même chose. C'est juste que vous avez des clés différentes parce que vous avez vécu une histoire différente. Et donc, souvenez-vous, notez quand vous vivez une épreuve, qu'est-ce que j'apprends? Et au moment où vous revivez un chemin similaire, pour ne pas refaire le même tour de manège, Mmh. utilisez ce que vous venez d'apprendre et demandez-vous, qu'est-ce que la personne qui a vécu ce challenge, ce trauma, ce cataclysme, Oui. a appris, compris, et qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? Vous voyez? Et vous parlez au nom de cette personne qui a cheminé, et non plus Mmh. au nom de l'ancienne personne que vous étiez. Mmh. Donc voilà, moi c'est revisiter à chaque moment de challenge quand je me sens pas assez. Ok, en quoi c'est une bénédiction de pas être assez, en quoi, euh, en quoi je peux l'aborder en me disant que c'est ok de pas être assez. Ouais. Parce Ouais. que pas être assez, tu vois, par exemple pour moi, avant ça résonnait comme un problème. Aujourd'hui, pas être assez, je me dis, ok, du coup ça me connecte à quoi le fait de pas être assez? Mmh. Bah, ça me connecte au fait d'aller chercher de l'aide, donc à la relation, donc ça me connecte aussi à l'exploration, comment je peux grandir à l'endroit où je suis pas assez. Et du coup, ne pas être assez pour moi devient aujourd'hui une source d'énergie. Ouais. Alors qu'avant, c'était la merde. Quand je Mmh. me disais, je suis pas assez, mais au secours. Et là, maintenant, évidemment que je suis pas assez. Personne d'entre nous n'est assez. Bien Mais sûr. pas au sens comparaison. Au Mmh. sens où j'ai un désir qui est grand, qui est brillant. Mmh. Tu vois, de transformer la vie des femmes, par exemple, qui souffrent de manque d'autorisation. Ce désir, il est grand. Les femmes qui souffrent de ça, elles sont des milliards. Donc, évidemment que je suis pas assez par rapport à ça. Mais ce pas assez, hein? Et bien sûr. Et donc, en fait, le pas assez à cet endroit, il me donne de l'énergie. Alors que le pas assez d'avant, c'était mon petit ego qui voulait Ah oui. prouver au monde que j'étais assez. Mais Mmh. c'était pas un assez pour les autres, c'était pas un assez pour contribuer, c'était un assez étriqué à propos de moi, rien que de moi, Mmh. tu vois. OK. Et donc c'est très subtil hein, le passage. Ouais. Mais voilà comment moi j'ai gardé des phrases clés sur l'épreuve et comment je les transforme en impact, en me rappelant de ces moments d'apprentissage et de me demander que fait la personne qui a traversé ça face à ce que je vis maintenant. Ouais. OK. Hem, alors, quelle femme t'inspire aujourd'hui ou t'a peut-être inspiré dans ton parcours? Yes. Alors tu vois, c'est marrant parce que j'ai pas son prénom, mais moi je suis très très nulle en prénom. C'est un Alzheimer assez précoce chez moi. Euh, mais par contre, je sais très bien quel est son livre. Et alors, elle a écrit un livre qui s'appelle Oser tout. Il est juste là sur mon armoire. Attends, je vais te la trouver. OK, vas-y. J'adore l'authenticité, j'adore. Attends, regarde, je te le montre. OK, vas-y, montre-nous ça. En fait, elle a écrit Choisissez tout. C'est Nathalie Loiseau. Alors, pourquoi je l'adore? Parce qu'en fait, c'est une nana très académique. Hein. C'est pas une fille qui vient de la terre et, et de la brousse. Ouais. Donc sur le papier, franchement, ça m'excite pas trop a priori. Je me dis bon, c'est très plan-plan. Et en fait, Ouais. pas du tout. C'est-à-dire que c'est une femme
qui a exploré la condition féminine et quelles sont les conditions d'accès pour les femmes au pouvoir, à la puissance, etc. Et elle en parle sans embâche, elle en parle avec un discours très, très clair, très limpide, alors Mm. que c'est une académicienne, quoi. C'est une fille qui peut Ouais, t'en mettre plein la vue rien qu'avec ses phrases, quoi. Pas du tout, elle ne le fait pas. Et la d'accord. deuxième chose qui m'a beaucoup inspirée chez elle, c'est qu'en fait, son livre, Choisissez tout, Mm. c'est pas philosophie, c'est fromage et dessert. C'est-à-dire que pour moi, être pauvre, c'est faire du ou. Ah ben, c'est soit, par exemple, j'ai un job qui me paye bien, soit je vis selon mes envies. Ouais. C'est du ou. C'est Mm. l'un ou l'autre, pas les deux. Et c'est ça la pauvreté pour moi. Mm. C'est l'incapacité à mettre du et. Ouais. Je veux tout. Je veux fromage et dessert. Et c'est ce que j'aime dire aux femmes. En fait, choisissez tout. Vous Ouais. avez le droit de tout choisir. Vous Tout à n'avez fait. pas à sacrifier votre désir de carrière parce que vous voulez aussi des enfants. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre envie d'être mère parce que vous voulez aussi une réussite professionnelle. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre rôle de femme parce que vous êtes mère, etc., etc. Et elle fait tout ça. Je veux dire, elle fait un parcours extraordinaire. D'accord. En France, à l'étranger, dans les plus hautes sphères de pouvoir. Elle a 3 enfants. Matin, midi et soir, on lui répète que c'est pas possible. Mm. Bah, bien sûr. Et elle raconte tout ça. Elle raconte tous ces moments, Comment toutes elle a ces fait. discussions avec des gens haut placés qui pensent que ce qu'elle fait n'est pas possible. Donc c'est assez édifiant. Ok. Et j'aime beaucoup. Eh ben, Voilà. restons sur le même, la même dynamique. As-tu donc un livre, une chanson ou un mantra qui t'accompagne aujourd'hui? Ou t'as peut-être accompagné. C'est Yes. vous. Ben, quand je suis partie me faire opérer de ma tumeur, Mm. c'était le 15 mai, je m'en souviens comme si c'était hier, et c'était hier d'ailleurs. Mm. J'étais avec cette chanson de Céline Dion qui s'appelle, je vais la trouver, Elle en a fait plein, hein. En anglais, en français? en français. Non, mais je vais la retrouver. Bouge pas. C'est fou, hein, l'Alzheimer. Mais non, arrête de dire ça. C'est très chiant. C'est très chiant, c'est très très chiant. Prends des oméga 3. C'est la Oh réponse là là, oui, oui, je vais prendre des oméga 3, t'as que raison. tu donnes. Oh, mais- Pensez. Attends, mais je te la trouve. En fait, c'est une chanson sur le moment où tu pars. Ça y est, elle s'appelle Encore un soir. Ok. Et, et tu vois, elle me touche parce que je l'ai envoyée cette chanson à tous ceux que j'ai aimés pendant cette période, qui m'ont accompagnée. Mais j'ai pas pu leur envoyer au moment avant l'opération parce que je sais qu'ils avaient très très peur qu'il n'y ait pas d'après. Mm. Et on en avait tous peur. Oui. Et je l'ai envoyé après. C'était pourtant hier, mentir à ma mémoire, et ces visages d'enfants. Et le Elle parle du moment où c'est le moment de partir. Mm. c'est pas pour me plaindre, Alors, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Mais quand on vit trop fort, on oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire. Merci, Lydie, pour cette chanson. Bah, comme on est à la fin du podcast, je te laisse le dernier mot pour partager aux femmes qui vont nous écouter. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Voilà. moi, j'aimerais leur dire aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous, je crois que tout part de là, en fait. Et Mm. tout s'arrête là. En fait, je crois que c'est le début et la fin. Ouais. Aimez-vous, c'est tout, en fait. Je pourrais discourir longtemps, mais j'ai pas envie, en fait. Juste aimez-vous. Et de l'amour inconditionnel. Oui, bien évidemment. Évidemment, on parle de ça. Mais je veux pas même ajouter ça, je vais te dire pourquoi, parce que ça commence à compliquer la sauce. Ouais. Tu vois, démarre quelque part. Démarre quelque part. Et tu vas ajuster. Et je crois que j'ai trop de foi en l'être humain pour croire que il trouvera pas un chemin, mais qu'il démarre quelque part. Mm. Il trouvera un chemin pour s'aimer mieux, s'aimer bien, s'aimer plus souvent, s'aimer autrement. Il trouvera. Parce que tout ça, c'est l'apprentissage de l'amour. Mm. Donc, je m'illusionne pas. Moi-même, j'ai pas tout appris. Ouais, bien sûr. Et tant mieux, heureusement. Mm. Le reste encore du chemin.
Mais oui, mais qu'elle reste, parce que ça voudrait dire qu'il y a une fin, tu vois. En fait, la vie est immense. Ne Hmm. cherchons pas à la finir, cherchons juste à la vivre, en fait. Et c'est tout. Voilà, aimez-vous. Aimez-vous et le Merci. reste suivra. Waouh, c'est trop beau. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Je te laisse faire un petit peu ta com si tu veux. On peut te retrouver où, Émilie? Alors moi, je suis surtout présente sur LinkedIn. Je le suis aussi sur Facebook, donc tout simplement avec mon prénom et mon nom si vous voulez me chercher. Mhm. Euh, Et vous trouverez tout à cet endroit, hein, tout simplement. Donc je vais pas compliquer la sauce. Je peut-être peux mentionner une communauté que j'ai créée, qui est la communauté YNCA, Mhm. qui donc est une communauté d'entrepreneurs qui veulent arpenter des chemins sans trace de pas. Donc Mhm. des chemins où chacun a le droit d'être soi. Mhm. Et donc on vit des événements dans cette communauté qui sont des événements physiques et digitaux. Donc autour de ce que j'ai partagé aujourd'hui, hein, la libération des peurs, des jugements pour exprimer son plein potentiel et accéder enfin à sa puissance. Donc si tu as envie de faire ce chemin, les expériences YNCA, on les partage ensemble, on les vit ensemble. Et donc tu peux rejoindre le groupe, tu trouveras le groupe aussi sur mon LinkedIn ou sur mon Facebook. Il y a la communauté YNCA qui est assez visible. Et donc tu es Ok. la bienvenue, le bienvenu si tu as envie de nous rejoindre. Oui, c'est pas réservé que pour les femmes, il y a aussi des hommes. Non, il y a des hommes D'accord. dans cette communauté, il y a une majorité de femmes parce qu'encore une fois, les femmes ont décidé que c'était leur place. Je les laisse faire. On ne contredit pas le désir d'une femme, tout le monde devrait savoir ça. Donc, je les laisse faire. Mais Ok. si les hommes veulent s'y rejoindre aussi, je ne suis pas raciste, je ne suis pas sexiste. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toutes les femmes qui vont nous écouter. N'hésitez pas à partager cet épisode et partager tout le podcast à d'autres femmes, mais aussi à des hommes. Prenez soin de vous. Et merci beaucoup, Émilie, pour ce partage de ton parcours. Et je pense peut-être à bientôt dans un autre épisode. We will see. Merci, Yann, hein. C'est, tu sais, je le dis comme ça, mais ton invitation, en fait, fait, elle m'a permis de voir qu'en fait, j'ai refusé tellement d'invitations auparavant parce que Mm, j'étais pas prête, juste pas assez. mm. Et qu'avec toi, je me suis plus posé la question. Wow, Donc, merci. tu vois, tu parlais de transformer en impact, quelque chose que tu as appris, ben voilà, ça en fait partie, tu vois. J'ai appris qu'en fait, c'est une question de merde, en fait, de savoir si je suis assez. Et donc, ben, je l'ai enlevé au moment où elle est venue, quand tu m'as proposé le podcast. Je l'ai Mm, juste enlevé. Et je me suis mm, dit, est-ce que j'en ai envie? Et la réponse était oui. Et je pense que ça tient aussi à ta façon de me proposer. Voilà, il n'y a pas de complexité, il y a de la simplicité dans la démarche. mm, Et il y a aussi une connexion à ta communauté, ce que tu veux lui partager. Donc moi, j'ai trouvé ça à la fois sincère et simple. mm. Et c'est Merci. pour ça que ça m'a parlé, donc je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Donc, je mettrai toutes tes coordonnées sous la description du post. Donc, pour toutes et tous ceux qui veulent te contacter, allez te suivre. Donc, n'hésitez pas. Et j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. On se retrouve dans un autre épisode avec une autre invitée. Et à bientôt. Merci. Yes, à bientôt. Je vais mettre stop. Hop, est-ce que ça a stoppé? Des fois, ce truc. Merci beaucoup, Émilie. Franchement, j'ai adoré.